Notre prochain conférencier est Dr. Mark Hazeltine, qui est un rhumatologue de ma génération, pas de la génération de Nathalie. Et je peux dire que même quand on était jeune résident, qu'il était gris même à ce moment-là. Hein. Donc, c'est pas l'âge. Donc, il est diplômé de l'Université de Montréal, fait sa formation en médecine interne à Montréal et en rhumatologie à McGill. Il est directeur du Centre de rhumatologie de Laval, chargé de formation clinique à l'Université de Montréal. Et ce qui est important pour nous, les rhumatologues et les non-rhumatologues comme médecins, qui est auteur du guide pratique de rhumatologie, qui est un guide sur l'examen physique musculo-squelettique. Comme vous savez, les compétences en examen physique, c'est quelque chose qu'on essaie toujours d'améliorer. Et Marc a contribué beaucoup à faire de l'enseignement et avec le livre de rehausser les connaissances des médecins dans l'examen physique musculo-squelettique. Et en plus, il est fondateur du programme Parler, qui est un programme d'accès rapide lavallois en rhumatologie. Donc, Marc va nous parler des spondyloarthrites. Bon, alors bonjour tout le monde. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. Je me rends compte que je suis dans l'avant-dernière conférence de l'avant-midi. C'est toujours un plaisir pour moi. Puis quand Michel Zoomer m'a lancé l'invitation il y a quelques mois, j'ai vraiment pas hésité. Je pense que j'ai pris 30 minutes à y répondre à son courriel, comme quoi ça m'intéressait de venir. Pour moi, c'est toujours, je trouve ça toujours fascinant et intéressant de venir parler aux patients. Je pense qu'on, comme médecin, on ne prend pas assez le temps souvent de le faire dans le rush de nos cabinets. Et je leur remercie de m'avoir invité. Et le mandat qui m'est confié ce matin, c'est surtout de vous parler d'un nouveau concept dans les maladies qu'on appelle les spondylarthrites. Je me souviens quand j'ai fini ma formation en 86, et ça va avec mes cheveux blancs, on parlait de spondylite ankylosante, on parlait de spondylite associée à la colite ulcéreuse, au psoriasis, etc. Puis on semblait décrire tout simplement des maladies qui étaient relativement distinctes. Mais au fil des années, on s'est rendu compte que ces maladies-là ont peut-être des points en commun. Puis, pour faciliter la tâche, pour nous aider dans le diagnostic, on a élaboré maintenant des critères qui nous permettent de mieux classifier ces gens-là. J'imagine que c'est la flèche par en bas, Michel. Alors, les objectifs sont de 4 heures ce matin. Premièrement, d'être capable de reconnaître les signes et symptômes des spondylarthrites. Et vous en avez déjà entendu parler, mais je vais reviser un peu dans le concept des spondylarthropathies, de pouvoir classifier selon les derniers critères. ASA, c'est un groupe international d'experts en rhumato qui sont vraiment des experts aussi en spondylite et qui se sont penchés pour essayer d'élaborer des nouveaux critères qui nous permettraient de faire un diagnostic précoce de l'arthrite. Et ce qui a vraiment révolutionné notre approche, c'est l'introduction d'une imagerie qu'on appelle la résonance magnétique qui nous permet maintenant d'avoir un diagnostic beaucoup plus précocement. Et d'apprécier aussi l'importance de ce diagnostic-là. Est-ce que ça change quelque chose, vraiment, de faire un diagnostic précoce et de connaître les traitements qui sont disponibles? Est-ce que c'est vraiment un problème important, la spondylite? Comment ça se situe par rapport aux autres problèmes musculo-squelettiques? Mais sur cette diapositive-ci, on voit un peu un échantillonnage au point de vue international où on voit la spondylite dans la population générale. Et quand on parle de spondylite, on parle de la spondylite ankylosante telle que définie selon les critères de New York, et on va voir ça tantôt. Et on voit que ça oscille entre 0,1 jusqu'à 0,1 jusqu'à 1,4 de la population, dépendamment des pays où on trouve ces maladies-là. Si maintenant on regarde simplement dans les populations où le HLA-B27 est présent, donc le HLA-B27, vous en avez entendu parler, c'est le gène qui prédispose à développer éventuellement cette maladie-là. Lorsqu'on regarde dans cette population-là, on voit que c'est 6 fois plus élevé chez les gens qui sont porteurs de ce gène-là. Et ce qui est nouveau comme concept, c'est les spondylarthrites qui englobent essentiellement toutes les pathologies. Vous allez voir sur la prochaine diapo de ce qu'on entend par ça. Dans les prochaines diapos, on voit que l'incidence est quand même non négligeable. Ça varie de 0,31 jusqu'à 1,3 de la population. Donc, c'est quand même pas, c'est quelque chose qui est plus fréquent que la spondylite ankylosante et c'est un problème qui est quand même fréquent. Et lorsqu'on relative ça
par rapport à la polyarthrite rhumatoïde, parce qu'on dit que la polyarthrite rhumatoïde, c'est une des maladies chroniques les plus communes qu'on peut voir en rhumato. Si on regarde la spondylite ankylosante versus les SPA versus la PAR, on voit que la prévalence de la PAR et de la spondylite ankylosante est à peu près similaire, mais lorsqu'on regarde la prévalence des spondylites ou de la spondylarthropathie en général, on voit que la prévalence est beaucoup plus élevée. Donc, il y a beaucoup plus de patients qu'on pense qui sont atteints de cette maladie-là qu'on le croyait il y a 20-25 ans. Alors, c'est quoi ce concept-là? Ce concept-là vient du fait qu'il y a plusieurs maladies. Vous avez peut-être vu cette diapositive-là tantôt. Ça regroupe un ensemble de pathologies qui est au centre de la spondylite ankylosante, mais autour duquel va graviter l'arthrite psoriasique, l'uvite antérieure aiguë, l'arthrite associée aux maladies inflammatoires. Et ce que ces maladies-là ont en commun, c'est des signes et symptômes, donc des manifestations cliniques qu'on va voir qui se retrouvent dans chacune de ces entités-là. Il y a une composante génétique qui est au centre. On a parlé du HLA-B27 et on voit que la prévalence du B27 varie selon les pathologies qui sont en cause. Il y a aussi la pathogenèse. La pathogenèse, c'est quoi? C'est le mécanisme à travers lequel les maladies se développent. Il y a beaucoup de similitudes entre ces maladies-là et il y a évidemment beaucoup de similitudes au point de vue du traitement. Alors, qu'est-ce qu'on entend par concept des spondylarthropathies ou des spondylarthrites? C'est qu'on sent qu'on a un élément génétique, qui est le HLA-B27, autour duquel va graviter différentes manifestations, soit la sacrolite ou la spondylite, l'arthrite périphérique, les anthésites, l'arthrite, les maladies inflammatoires de l'intestin, le psoriasis et l'uvite. Et un individu X peut avoir l'une ou l'autre de ces manifestations-là. Exemple, on peut avoir quelqu'un qui a une spondylite avec une colite ulcéreuse ou un Crohn, puis développer une uvite. On peut avoir quelqu'un qui a juste un uvite avec un HLA-B27. On sait que les gens qui ont un uvite avec HLA-B27 positif, leur uvite est beaucoup plus sévère et beaucoup plus difficile à traiter. Donc, vous voyez un peu ce que c'est ce concept-là. Comment les gens se présentent à nous? Bien, de façon générale, ils vont se présenter avec une lombalgie, disons une douleur dans le dos. Et généralement, cette douleur-là dans le dos est présente depuis plus de 3 mois. Pourquoi qu'on exige plus de 3 mois? Parce que la plupart des pathologies qui sont mécaniques, exemple hernie discale ou syndrome facétaire, sont des douleurs qui sont de courte durée. Ça va se résoudre spontanément. Alors que la maladie inflammatoire, elle, c'est une maladie qui est insidieuse et donc chronique. Donc, elle va durer plus que 3 mois. Et généralement, ça survient avant l'âge de 40 ans. Par contre, ça arrive, puis on en voit régulièrement, des gens qui ont 50, 60 ans se présenter avec un premier épisode de douleur. On fait une radiographie, puis tout à coup, on trouve une sacroiliite bilatérale. Donc, ce n'est pas exceptionnel. Ce qui est vraiment caractéristique de cette entité-là, c'est l'amélioration par l'exercice. Quand vous avez mal dans le dos, puis que vous avez une hernie discale, vous ne voulez pas bouger. Hein? Dès que vous vous penchez, ça fait mal. Dès que vous marchez, ça fait mal. Alors que la spondylite, au contraire, plus la journée avance, plus ils bougent, mieux ils sont. C'est très caractéristique. Et l'autre chose, c'est que soit que c'est inchangé par le repos ou au contraire aggravé par le repos. Je suis sûr que plusieurs d'entre vous ici dans la salle qui ont énormément de difficultés à rester assis plus qu'1 heure. Je vous admire ce matin de l'avoir fait jusqu'à ma présentation. Mais bref, d'être assis pendant 1 heure, pour certains, ça peut être très pénible. Ils sont obligés de se lever, ils ne vont pas voir des films qui durent 2 heures parce qu'ils ne sont pas capables. L'autre élément très caractéristique, voire même presque, je dirais pathognomonique, c'est-à-dire très caractéristique de la maladie inflammatoire, c'est les veilles nocturnes. Et quand on parle des veilles nocturnes, ce n'est pas de se tourner dans le lit quand ça fait mal, puis ça fait mal. C'est vraiment une douleur spontanée qui réveille dans la deuxième moitié de la nuit. Les gens sont obligés de se lever pour se déplacer, pour être mieux. Et lorsqu'on a 4 de ces critères-là présents, on parle définitivement d'une lombalgie inflammatoire. Si c'était si simple que ça, on pourrait diagnostiquer la spondylite chez tous nos patients. Parce que dès qu'on arriverait avec une lombalgie inflammatoire, on dirait que c'est une spondylite. Malheureusement, la nature n'est pas ainsi. Et il y a seulement 80 des gens qui ont une spondylite qui vont avoir cette douleur-là. Donc, 20 vont avoir des douleurs plus mécaniques, d'où des fois la difficulté quand on questionne les patients. Aussi, l'inverse, c'est qu'il y a 20 à 25 des gens qui ont un problème mécanique. Et ceux qui ont eu une hernie discale dans la salle, s'il y en a, vous savez qu'une hernie discale, quand c'est récent, ça fait mal tout le temps, puis ça fait mal la nuit. Donc, 20 à 25 des gens qui ont un problème purement mécanique vont avoir des symptômes d'allure inflammatoire. L'autre mode de présentation, c'est l'arthrite.
Cette arthrite-là se distingue de la polyarthrite rhumatoïde parce qu'elle est généralement, on dit oligo-articulaire, vous avez entendu ce terme-là tantôt, c'est moins que 5 articulations. Asymétrique, ça veut dire qu'un côté, une articulation est atteinte et l'autre n'est pas atteinte, alors que l'arthrite rhumatoïde est une maladie très symétrique. Et ça touche surtout les membres inférieurs, beaucoup plus que les membres supérieurs, généralement les chevilles, les genoux, les hanches, mais ça peut toucher aussi les poignets, les coudes et les épaules. La maladie axiale n'est pas purement axiale, il y a d'autres manifestations qui peuvent survenir, et on voit ça souvent. Dans 42 % des cas, il y aura d'autres manifestations. La majorité, 58 % vont rester qu'avec une purement atteinte axiale, mais 42 % vont avoir une atteinte de d'autres organes, le plus commun étant l'uvite antérieure aiguë. Vous avez entendu parler de l'uvite tantôt. C'est une des complications les plus fréquentes. On parle de jusqu'à 50 % des gens en auront. On voit que le psoriasis n'est pas rare non plus. On voit que 19 % des gens peuvent avoir une maladie inflammatoire de l'intestin. Et ce chiffre-là est probablement beaucoup plus élevé que ça, parce que hier, on a entendu une conférence d'un spécialiste de McGill qui a fait des examens par endoscopie avec une caméra, puis on se rend compte que entre 40 et 50 % des gens ont de l'inflammation au niveau de l'intestin qui ressemble à la maladie de Crohn, même s'ils n'ont pas de symptômes. Donc, c'est plus que peut-être 20 % qui est noté ici. Puis, on a 10 % des gens qui ont une association de tout ça. Donc, on parle d'uvite. L'autre manifestation qui est assez caractéristique qu'on voit dans les spondylarthrites, c'est l'anthésite. Dr. Campillo vous en a parlé tantôt. C'est quoi une anthésite? C'est une inflammation où le tendon s'insère dans l'os. Alors, qu'est-ce qu'il y en est de l'uvite? Bien, ça survient, comme j'ai dit tantôt. Tantôt, on a parlé de 50 %. Les chiffres varient énormément. Disons entre 20 et 40 %. Elle est généralement la partie antérieure de l'œil. Elle est généralement d'un seul côté, donc unilatérale. C'est soudain. Ça peut être épisodique, puis ça a une durée limitée, généralement moins de 2 mois. 50 % des patients qui présentent une uvite antérieure aiguë sont atteints de spondylite ou en souffriront éventuellement. Et l'incidence augmente à 80-90 % chez les gens qui sont HLA-B27 positifs. D'où, souvent, on nous réfère en rhumato des patients qui viennent de l'ophtalmologie, qui ont eu une uvite antérieure aiguë, puis qui ont testé le B27 puis ils sont positifs. Ils nous les réfèrent pour justement rechercher une spondylarthrite sous-jacente. Ici, on vous montre une belle photo, comme le montrait tantôt. Je ne sais pas laquelle est là. Ça devrait être un pointeur. Excellent. Donc, on voit très bien ici ce tendon-là qui est normal et celui-ci où il y a un renflement. Donc, c'est très typique d'une anthésopathie du tendon d'Achille. Le gros problème qu'on a avec les spondylarthrites, c'est qu'il y a un délai énorme entre le moment où les gens commencent à avoir des douleurs et le moment où on fait le diagnostic. Parce que c'est une maladie insidieuse, c'est une maladie qui évolue beaucoup plus lentement dans le temps que l'arthrite rhumatoïde. Donc, à partir du moment où l'individu commence à présenter des douleurs puis qu'on fait le diagnostic, il peut avoir un délai qui va jusqu'à 9 ans. Pourquoi c'est important ce délai-là? Parce on pense possiblement qu'il y a un continuum entre la phase pré-radiologique de cette maladie-là et ce qu'on définit la phase radiologique. Et la phase radiologique, c'est les gens qui ont définitivement, au moment du diagnostic, des anomalies au niveau des articulations sacro-iliaques. Mais avant qu'il en arrive là, les gens vont avoir des symptômes. Et si on fait une radiographie traditionnelle du bassin, on ne verra rien. Alors, c'est là où la résonance magnétique a révolutionné notre pensée, notre façon d'approcher cette maladie-là, parce qu'on peut voir des lésions beaucoup plus précocement qu'on le voyait antérieurement, et donc faire un diagnostic avant même que les dommages radiologiques puissent apparaître. Alors, ce sont les critères de New York. C'est des critères qui ont été établis en 1984. Ce sont des critères qu'on appelle de classification. Qu'est-ce que ça veut dire, classification? Ça veut dire que si moi, je fais une étude sur la spondylite, et Michel fait une étude sur la spondylite, puis Nathalie en fait une, il faut tous qu'on parle des mêmes patients, qu'on parle le même langage. Donc, c'est des critères pour surtout des fins de recherche, mais faute de mieux, on les a utilisés en clinique pour faire des diagnostics. Ça n'a pas été validé pour ça, mais on les utilise quand même. Et vous pouvez voir qu'à partir de là, l'item numéro 1 nous parle de notre fameuse douleur, mais quand on tombe à l'item B et C, on voit déjà
que ces gens-là ont une atteinte fonctionnelle parce qu'il y a de la limitation au niveau de la colonne ou il y a une limitation au niveau de l'expansion thoracique. Et vous regardez le critère pivot, qui est l'image radiologique, on a déjà des dommages qui sont bien constitués. Donc, c'est des gens qui sont, c'est comme dire, je vois un animal avec 2 grosses oreilles et une trompe, il y a des bonnes chances que ce soit un éléphant. Ce n'est pas une souris. Donc, c'est facile quand on a tous ces critères-là. Mais le problème, c'est que les gens arrivent bien avant ça. Et ce qui a vraiment changé notre façon de voir ces maladies-là, de les comprendre, c'est le groupe ASAS qui, en 2010-2011, a proposé des nouveaux critères pour nous permettre de faire un diagnostic beaucoup plus précocement dans notre démarche clinique, justement pour identifier les gens avant qu'on arrive au stade de l'ankylose totale. Et il y a 2 bras pour accéder. Vous comprendrez que le premier critère, c'est d'avoir un mal de dos depuis plus de 3 mois puis d'avoir moins de 45 ans. Si vous prenez juste cette population-là puis vous regardez, il y a 5 des gens dans cette population-là qui ont une spondylite définitivement. On parle d'une prévalence d'environ 5 À partir de là, on questionne le malade. Et si on a une lombalgie qui peut avoir inflammatoire, il y a l'air inflammatoire, on va procéder à notre bilan. La première étape qu'on fait habituellement en clinique quand on a un patient chez qui on suspecte une spondylite parce qu'ils ont mal dans le dos et ça a des caractères inflammatoires, c'est de faire une imagerie. Si l'imagerie, elle est normale, par exemple, je fais une radiographie des sacroiliacs, elle est normale, et mon prochain geste, c'est de dire, OK, c'est quoi son B27? Alors, il y a 2 façons de rentrer dans le bras, dans le bras diagnostique. Si j'ai une image positive, je fais une radiographie, il y a 2 sacroiliacs complètement fusionnés, vous allez voir tantôt à quoi ça a l'air. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin, il y a une spondylite ankylosante. Par contre, si l'image est normale, je vais y faire un B27, puis on va voir le bras clinique de cette classification-là. Dans le bras clinique, on a un B27 qui est positif, mais il faut avoir au moins 2 autres caractéristiques cliniques pour arriver au diagnostic. Donc, on peut avoir soit de l'arthrite que je vous ai mentionné, on peut avoir des anthésites, et on parle surtout sur le fascia plantaire, c'est-à-dire en dessous du talon ou au niveau du tendon d'Achille. De l'uvéite que je vous ai montré tantôt, on parle de dactylite qui est un gonflement tout à fait fusiforme. Toute l'articulation complète est gonflée et rouge. Peut-être que Michel vous a montré des photos ce matin. On peut avoir du psoriasis, la maladie inflammatoire de l'intestin. L'autre élément, c'est la réponse dite spectaculaire aux anti-inflammatoires. Techniquement, lorsqu'on prend un anti-inflammatoire, en dedans de 2 semaines, on devrait avoir une réponse au moins 80-90 aux anti-inflammatoires de façon générale dans la spondylite. Donc, c'est considéré une bonne réponse. On a des antécédents familiaux, le B27 et le taux élevé de CRP. Donc, si on a le B27 plus 2 de ces critères-là, on parle de spondylarthrite. Si on a ces 2 critères, puis on a une imagerie positive ou une résonance positive, on parle de spondylite. Donc, ça nous permet de faire un diagnostic beaucoup plus précoce, surtout chez des gens qui ont juste des symptômes cliniques ou encore qui ont juste une imagerie comme la résonance magnétique. Je vous fais grâce de la partie gauche, ce n'est pas le sujet de la conférence ce matin. Alors, comment on fait le diagnostic? Bien évidemment, on questionne et on examine nos malades, mais du point de vue laboratoire, on va faire des tests pour voir s'il y a de l'inflammation, donc le taux de sédimentation, les protéines C-réactives. Le cas échéant, si la situation clinique l'exige, parce que quand j'ai fini ma formation en 86, on suggérait aux omnis de jamais faire un B27, mais maintenant, on se rend compte que c'est une façon élégante d'aller chercher des gens au début de leur maladie en faisant un typage HLA-B27 dans des circonstances particulières. On va commencer par une radiographie simple des sacroiliacs et si c'est négatif, on peut aller ensuite à la résonance magnétique. Donc, tout simplement pour vous rappeler brièvement la démarche clinique, on regarde les signes et symptômes, on fait des images, on fait des tests biologiques et on regarde la réponse aux anti-inflammatoires et on arrive au diagnostic. Alors ici, ça vous montre, et je vous fais grâce des détails, mais bref, ce que ça dit ici, et la réponse est en haut ici, on voit de ce côté ici, sur la sacroiliaque, on voit qu'il y a un aspect beaucoup plus dense de chaque côté, et l'os, normalement, il devrait être beaucoup plus régulier que ça. Alors on voit qu'il y a une espèce, je ne sais pas si avec cette flèche-là, on peut peut-être mieux le voir, ouais, voilà. Alors on voit ici qu'il y a un aspect très irrégulier à ça ici, un peu plus ici, toujours avec notre sclérose. Puis ici, on suspecte peut-être un peu de sclérose et de le flou. Donc, on parle de sacroiliite. D'un côté, on parle de grade 2
et de l'autre côté, grade 1. Donc, on grade de 0 à 4, 4 étant l'ankylose totale. Ici, je pense que peut-être même certains d'entre vous, vous pourrez voir l'erreur ici. On voit carrément de chaque côté qu'il y a de la sclérose de part et d'autre, ici, et que l'espace articulaire est quasiment tout oblitéré de part et d'autre avec des érosions. Donc, ça, c'est un grade 3. Donc, quand on voit ça, on n'a pas besoin d'aller plus loin dans notre bilan. C'est clair que ce patient-là a une sacroiliite et donc possiblement une spondylite ou une spondylarthrite. La grande nouveauté, c'est cet examen-ci qui est la résonance magnétique, qui nous montre ici des belles images. Et ça, je vous fais grâce de la technologie. Et croyez-moi, ici, tout ce qui est graisseux est supprimé. Puis tout ce qu'on voit en blanc, c'est considéré comme l'équivalent d'eau. Alors, on voit ici, à l'intérieur de l'articulation sacroiliaque du côté, ça c'est gauche, on voit ici, droite, gauche. Ici, on voit un édème de l'os, et cet édème-là, c'est droite, hein? Gauche, droite, c'est parce que l'image est, en tout cas, bref, de ce bord-là, OK? Des flèches rouges. Alors, on voit très bien ici, je m'excuse, au niveau des flèches rouges, un signal très intense, très blanc, qu'on appelle l'ostéite, et ça, lorsqu'on a ces images-là sur une seule tranche d'imagerie ou sur 2 tranches consécutives, on parle d'une sacroiliite et ce sont les critères qu'utilise Assas pour faire le diagnostic d'une sacroiliite. Donc ici, si je vous faisais une radiographie, elle serait complètement normale. La grande question existentielle, c'est est-ce qu'on est capable d'empêcher ceci? Est-ce que le fait d'intervenir précocement dans la spondylite ankylosante a le même impact qu'on sait maintenant dans l'arthrite rhumatoïde? Est-ce que c'est possible? Alors ici, ce qu'on voit, c'est vraiment ce que je vous disais tantôt, la fusion complète des sacroiliaques. On ne les voit plus. Ils sont complètement soudés. Et à la partie de la colonne ici, on voit ce qu'on appelle la colonne de bambou, la colonne est complètement fusionnée. Alors, c'est quelqu'un qui va se déplacer, évidemment, là, comme ça, en changeant de bloc, en tournant de bloc. J'en ai vu quelques-uns dans la salle ici qui ont cette démarche-là. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la colonne de bambou. Alors c'est ça qu'on veut peut-être éviter dans le long cours. Alors, est-ce qu'il est possible de prédire qui va mal évoluer? Oui, on peut utiliser certains facteurs de prédiction, et les plus simples sont les suivants. La présence ou non d'un état fumeur. Nathalie a fait allusion tantôt que le tabagisme est un des facteurs de risque les plus importants, indépendants de tous les autres facteurs de risque pour mal évoluer avec son arthrite. 2 raisons. C'est un facteur de risque pour l'apparition de nouvelles lésions osseuses. Et deuxièmement, si on sait que les zones costo-vertébrales sont atteintes dans la spondylite, alors vous pouvez vous imaginer que vous n'êtes pas capable de faire l'expansion de votre thorax et en plus, vous congestionnez les tuyaux avec de la boucane. Alors, ça vous donne une double raison pour arrêter de fumer. Et si on regarde ici, si on n'a pas de lésions radiologiques, on est non-fumeur et on n'a pas d'inflammation, à peu près 4 de chance à évoluer sur 2 ans. Si au contraire, je fume, j'ai déjà des signes radiologiques et en plus j'ai le malheur d'avoir une inflammation, j'ai 55 de chance de progresser. Donc, c'est important d'arrêter de fumer, puis c'est important pour moi comme clinicien de vous traiter pour enlever l'inflammation. Alors ici, c'est quoi la probabilité? On estime, parce que le grand dilemme qu'on a actuellement, c'est de savoir, tous ceux qu'on voit avec les résonances magnétiques, vont-ils vraiment évoluer vers l'ankylose totale ou pas? Puis on sait qu'il y a plusieurs chemins qui peuvent être suivis. Il y a le chemin de la rémission spontanée. Il y a le chemin où les gens demeurent avec juste des ostéites à la résonance. Puis il y a des gens qui évoluent vers l'ankylose totale. Et on estime à partir de cette banque de données-là qu'environ 12 des gens, sur une période de 2 ans, vont évoluer vers l'ankylose ou la sacroiliite. Et le facteur prédictif le plus important ici dans cette étude-là, c'est le CRP, mais on sait que le tabagisme est aussi un facteur prédictif. Alors, à part de regarder une boule de cristal, est-ce que je peux prédire l'avenir? Et je pense que juste en regardant la résonance magnétique, on peut peut-être avoir des indices comme quoi on pourrait voir dans le futur puis savoir à quel moment on devrait intervenir. Et ce qui est important de se rappeler, c'est que dans la polyarthrite rhumatoïde, l'inflammation, elle est d'abord provoque l'érosion osseuse, la destruction, et cette destruction-là ne se répare pas. Donc, plus on a de dommages, plus on devient handicapé. La spondylite a une petite particularité, c'est qu'on a l'inflammation,
On a l'érosion osseuse, je vous l'ai prouvé tantôt sur une radiographie simple, mais cette inflammation-là finit par se faire remplacer par du tissu cicatriciel et ensuite l'apparition de prolifération osseuse qu'on appelle la syndesmophite. Donc, suite à l'inflammation, il y a une réparation naturelle. Mais le problème avec la réparation naturelle, c'est qu'on arrive de même en bout de ligne. Pas trop pratique. Donc, sur le plan fonctionnel, au début de la maladie, on va être très handicapé parce qu'on a mal, parce que l'inflammation est très forte. Mais en bout de ligne, 20 ans plus tard, on va être handicapé parce qu'on n'est pas capable de regarder, on pourrait tourner la tête pour changer de voile dans la voiture, on n'est pas capable de s'habiller parce qu'on a les épaules et toute la colonne soudée. Donc, si on était capable d'empêcher cette ostéoprolifération-là, parce qu'on sait que les spondylites, après un certain nombre d'années, vont devenir inactifs spontanément. Mais on ne sait pas lesquels. Donc, le concept qui a été introduit, combien il me reste? 5 minutes, je vais t'accélérer ça, mon ami. Tu ne me donnes pas plus que 5? Non? OK. Dommage, j'ai trop parlé. Bref, ce qu'on pense comme concept, c'est que dans la phase où on a des lésions aiguës, que peut-être si on identifiait ces gens-là à ce moment-là, qu'on pourrait changer l'évolution de la maladie. Et lorsqu'on a des lésions plus matures, comme on le voit sur le côté droit de la diapo, donc déjà un processus de réparation, peut-être qu'à ce moment-là, donc le ratio lésion immature aiguë versus mature pourrait faire pencher la balance en faveur d'un traitement précoce. Donc, plus on a de lésions aiguës, plus on peut changer le décours de la maladie. Plus on a de lésions matures, moins on a peut-être de chances de changer l'évolution de la maladie. Et est-ce que c'est possible de changer l'évolution de la maladie? On sait qu'avec les anti-inflammatoires, longtemps, on a dit que les anti-inflammatoires, c'était utile surtout pour les symptômes, mais de plus en plus, on se rend compte que l'utilisation continue d'un anti-inflammatoire à bonne dose thérapeutique peut empêcher l'évolution radiologique. Et ici, on voit la différence entre un groupe qui l'a pris à la demande, donc quand ça lui fait mal, versus celui qui l'a pris systématiquement tous les jours. On voit qu'il y a une nette différence entre les deux groupes. Ici, juste pour vous montrer l'effet que peut avoir un biologique. Alors, si vous regardez ici, on a notre fameuse édème, et après 24 semaines de traitement, l'édème a complètement disparu. Ça, c'est sous étanercept. On a exactement le même phénomène qui peut apparaître avec l'adalimumab, qui est un anti-TNF de type monoclonal, alors que l'autre, c'est un anti-TNF de type récepteur. Donc, c'est quoi notre approche maintenant? Et ça, c'est les dernières recommandations qui ont été proposées au dernier congrès américain. Elle est un peu chargée, cette diapositive-là, mais juste pour vous simplifier ça, je pense que si on regarde du côté droit de la gauche de la diapo, gauche, oui, parce que je suis à l'envers, l'utilisation continue d'anti-inflammatoires. Et l'autre élément très important, c'est la physiothérapie, l'exercice. On suggère des exercices actifs plus que passifs. Je ne comprends pas que l'ACR a proposé des exercices terrestres. Je pense que c'est bon, mais moi, j'aime beaucoup les exercices aquatiques. À cause qu'il y a un état d'apesanteur, les gens peuvent en accomplir souvent plus puis bouger plus que s'ils font des exercices d'aérobie. Si la maladie demeure active malgré un traitement aux INS, on va introduire maintenant des anti-TNF et selon eux, ils n'ont aucune préférence. Si on regarde dans la spondylite ankylosante comme telle, avérée, ils font une différence. Si on a des antécédents d'uvite et de maladies inflammatoires de l'intestin, ils vont favoriser les anticorps monoclonaux, exemple adalimumab, infliximab. Si on n'a pas d'antécédents de maladies inflammatoires de l'intestin ou d'uvite, on peut utiliser n'importe lequel, incluant l'étanercept. Ici, on ne fait pas de différence. Si ça ne marche pas, on peut passer à un autre anti-TNF. On peut procéder aussi à des injections locales de stéroïdes. Les autres biologiques, exemple, Actemra et interleukine 6, ce n'est pas utile. Il y a des études qui montrent que le rituximab pourrait être utile. Il y a des nouveaux joueurs qui s'en viennent, dont la Prémilaste et le secukinumab, qui pourraient avoir définitivement un rôle en option lorsqu'un anti-TNF échoue. Puis les autres molécules, comme le méthotrexate et le sulfosalazine, n'ont aucun effet. Donc, lequel qu'on va choisir après un anti-inflammatoire? Bien, en résumé, puis je vois que j'ai bien fait d'enlever ma série de diapos d'efficacité. Je vous les résume ici. Tous les anti-inflammatoires ont une efficacité comparable, que ce soit anti-TNF, que ce soit l'adalimumab, l'étanercept, l'infliximab, le certolizumab, le golimumab, sont tous efficaces dans ce qu'on appelle la SPA non radiographique. Il faut s'entendre que la SPA non radiographique,
c'est ceux qui ne répondent pas aux critères de New York. Donc, tout l'autre groupe qu'on a parlé, qu'on s'est concentré depuis tantôt, surtout s'il y a de l'inflammation. Si le CRP est élevé et où la résonance magnétique est positive, le taux de réponse est très, très bon. Par contre, lorsqu'on regarde les groupes où ces éléments-là sont absents, malheureusement, l'efficacité se compare au placebo. Est-ce que c'est une maladie différente? Est-ce que c'est la même maladie? Est-ce que c'est... Your time is up. Thanks. Thank you very much. Ce n'est pas approuvé au Canada pour l'instant. Et est-ce que c'est possible de prévenir les lésions structurales? Dieu seul. On pense que oui, mais il manque encore des données. Donc, conclusion. My time is up. Vous pouvez les lire. Non. Le diagnostic repose sur un bon questionnaire, un bon examen. La résonance permet d'identifier les patients avec une maladie plus précocement et une intervention thérapeutique appropriée tôt, fenêtre d'opportunité, pourrait peut-être empêcher l'évolution de la maladie. Merci et je vous m'excuser pour mon temps. Là, je vous présente M. Robert Rubinovich, qui est natif de Quaticook et à Montréal depuis 40 ans. C'est une personne qui vit avec l'arthrite psoriasique. Il œuvre pour la population au sein de la fonction publique depuis 1981. Mesdames, Messieurs, bonjour. Non, ici, comme ça. C'est bon? Tout le monde m'entend? Oui. Là, donnez-moi 2 petites secondes, parce qu'il faut que je change mes lunettes. L'âge me joue des tours. Puis je vais vous demander aussi votre indulgence, parce que j'ai vraiment préparé un texte. Je ne fais pas ça souvent dans ma vie, de présenter, au fait, moi-même à des gens concernant ma maladie comme telle. Puis je me suis fait des notes, puis je veux m'en tenir pour ne pas oublier rien, s'il vous plaît. Donc, c'est ça. On commence avec ceci, c'est-à-dire, mesdames, messieurs, bonjour. Puis je m'appelle évidemment Robert Rubinovich, puis j'ai du psoriasis, moi, depuis 30 ans. J'ai toujours voulu dire cette phrase-là. C'est comme dans un film. Lorsque le docteur Dumer m'a appelé à la maison pour me demander de participer à ce forum, à ce colloque, j'ai comme pas hésité, ça m'a fait plaisir, compte tenu qu'il met une aiguille dans mes genoux assez souvent quand je le vois pour enlever du liquide synovial. Fait que j'ai dit oui tout de suite. Quand j'ai discuté avec Mme Roberge, Manon, qui m'a parlé aussi, puis on s'est parlé par courriel puis par téléphone concernant l'organisation, puis ce que j'avais comme, dans le fond, comme mandat ou en tout cas mon rôle à jouer là-dedans, ça a fait comme, ben oui, tout à fait, je suis d'accord avec ça, puis si je peux partager, ça peut aider, c'est l'idée de. Puis c'est après ça, quand j'ai été seul, pour réaliser que je devais parler de moi-même, là, je me suis dit, wow, ça va pas bien, il faut que je me mette en petite boule, je vais pleurer toutes les larmes de mon corps, parce que je n'ai pas l'habitude de faire ce type de truc-là. Je n'ai pas vraiment ces habiletés-là. Je suis plus dans la situation où je résous des dilemmes avec des gens qui m'appellent, puis qui appellent à la fonction publique dans tous les ministères auxquels j'ai travaillé pour tenter de résoudre des problèmes qu'eux autres ont. Fait que j'écoute plus que je parle. Puis une fois le choc initial passé, ça a fait, bon, on va réfléchir à ma situation. Ça fait longtemps que j'ai toutes sortes de problèmes de santé comme tel, avec le psoriasis qui a commencé puis qui a évolué, vous allez voir tantôt. Puis, à ce moment-là, ça fait comme, bien, je suis capable de faire quelque chose. Je suis allé voir sur le web, je suis allé voir comment les gens discutent de ces types de maladies-là. Puis, je me suis dit, je suis capable de faire ça. J'ai retourné le tout de toute barre, tout de côté pour vous présenter ce moment-là pour, en quelque part, que ce ne soit pas le pire souvenir de votre existence qu'on a à passer ensemble. Donc, je vous propose le plan d'attaque, un peu ma mini-histoire, les traitements puis mon quotidien. On y va avec ça comme tel, vous allez voir ce que ça va donner. Au fait, j'ai commencé à avoir du psoriasis à la fin vingtaine. Je sortais de l'université, j'étais dans l'enseignement, ça a commencé à ce moment-là, d'abord des minuscules plaques un peu partout, qui s'appellent des placards. Au fait, j'ai appris ça récemment, Dr Dumer, c'est ça que ça s'appelait comme ça. Puis les endroits classiques, cuir chevelu, les coudes, les genoux, les bouts. Non, ça, c'est des règles de grand-mère, c'est pas ça. C'est eux autres qui prennent des X, désolé. On connaît bien le déroulement dans cette situation-là. À l'époque, je suis à Montréal. Il n'y a évidemment pas de médecin de famille rattaché à moi. Donc, c'est des cliniques sans rendez-vous vers des dermatologues, des traitements en dermatologie de toutes sortes. Ça va avec les crèmes topiques, les shampoings au goudron de l'époque. Ça va aussi avec l'évolution des plaques. J'en ai de plus en plus un peu partout. Mon corps est presque couvert de ça. Et il y a une évolution dans les procédés de dermatologie. J'ai le droit aux cabines en photothérapie comme telle. À tous les 2 matins, je me rendais dans une clinique pour aller prendre du soleil. Puis, il n'y avait comme pas grand-chose qui se passait avec ça, mais je l'ai fait.
Puis par la suite, dans cette période-là, puis tout ça, vous allez voir, on va le voir tantôt, ça va durer une dizaine d'années, l'articulation ou les articulations commencent à être affectées. Il y a un mouvement là, qui se passe à ce moment-là qui fait que les doigts, les orteils commencent vraiment à être attaqués comme tels. Puis cette période-là, c'est vraiment assez douloureux. Dans mon cas, toute la région cervicale est lourdement attaquée. Puis pourtant, il n'y a aucun armement de destruction massive à ce niveau-là. Mais j'y goûte, puis le cou, vous le voyez, il ne bouge pas beaucoup. Le psoriasis, en plus, étant souvent, c'est quasiment associé à la peste moyenâgeuse à l'époque, puis malgré l'espèce de confiance qu'on peut avoir en soi, les regards des approbateurs, je prends l'autobus depuis toujours, mon pour travailler, les questions, les solutions quasi miraculeuses, tout ça fait que les vêtements longs deviennent la norme en toute saison. Puis lorsque les douleurs, en plus articulaires, s'y mettent, le quotidien devient vraiment épuisant. Puis les nuits ne sont pas vraiment tout à fait régénératrices. Tout ça dure une dizaine d'années, dont, je vous dirais, quasiment 2 à 3 ans d'inflammation, là, vraiment dans les mains, dans les pieds, constant. Une période que je dirais qui est assez, pas le fun, qui est grise, mais jamais noire. Les traitements, toute cette période-là où le psoriasis est visible, comme je mentionnais tantôt, toute une panoplie de crèmes, dans le fond, qui sont disponibles. J'ai même vu, moi, l'arrivée du Dovonex, qui était miraculeux à cette époque-là. Puis, je vous parlais des photos, pas les cabines, mais les cabines photos de thérapie comme telles qui étaient données dans Rosemont. Puis, outre ce résultat-là, comme je vous dis, d'avoir l'air d'avoir quelqu'un qui passait ses fins de semaine à Miami, ça ne donnait pas grand-chose. Je vous mentionnais aussi tantôt les douleurs articulaires qui se manifestent. Puis le psoriasis, c'est comme s'il passait en mode underground, là, comme tel. Il allait vraiment vers les articulations. Les photos que le docteur Dumas vous a montrées tantôt, les mains, un peu les miennes, pour se rendre là, il y a de la souffrance en cipoplute qui est rattachée à ça, je vous avoue. Au fait, c'est le médecin de famille de mon épouse qui me regarde à un moment donné et qui me traite de situation de saucisse, qui m'envoie vers la rhumatologie. Et c'est à ce moment-là que je rencontre le docteur Dumas à Maisonneuve-Rosemont. Après très peu de délai, au fait, ça n'a pas été long, des examens, des prises de sang, des façons de faire que seul le docteur Dumas peut avoir pour vous manipuler une jointure qui vous fait lever sur la chaise. Puis ça, je suis sûr que tous les rhumatologues font ça aussi. Mais c'était vraiment ça. Puis l'arthrite psoriasique, à ce moment-là, apparaît dans ma vie. Donc, le diagnostic est fait, c'est ça. Ça, là, je vous avoue, ce moment-là, je ne me souviens plus, je n'ai pas de détails au niveau des dates, mais c'est vraiment, ça a été comme la découverte de la maîtrise du feu par nos ancêtres. De dire que tes cavernes froides et humides n'existent plus parce qu'on va être capable de les chauffer. Pour moi, là, de savoir que des médicaments qui existaient, qui allaient pas guérir cette maladie-là d'aucune façon, mais de restaurer, ou du moins de diminuer tout le processus d'inflammation, de pouvoir enlever les douleurs comme telles, c'était vraiment, vraiment le bonheur. C'est à ce moment-là aussi que le méthotrexate fait partie de ma vie, comme dans les traitements. Méthotrexate, horreur de médicaments, mais vraiment tellement efficace. C'est comme si vous preniez un coup. Moi, je le fais le vendredi soir, l'injection, je suis en mode injection. C'est vraiment comme le samedi matin, vous vous levez avec le lendemain d'une brosse, le mal de cœur terrible. Mais c'est vraiment, vraiment efficace. Par la suite aussi, ça se fait graduellement. J'avais commencé avec des pilules, au fait, à l'origine. Il n'y avait pas beaucoup, on y allait graduellement. Le docteur Dumas augmentait à un moment donné jusqu'au point où je devais faire l'injection. C'est beaucoup plus facile par l'injection. Et ça, c'est en équilibre avec le Celebrex ou le Vioxx à l'époque aussi, parce que lui, il existait aussi, puis il a été retiré du marché. Mais ça, c'est encore, là, je vous avoue, le gros bonheur à ce niveau-là, parce que je vois là, la rémission de la situation. C'est vraiment fantastique. Je suis capable de me lever le matin. Madame Bourget, tantôt, parlait de son défroissement matinal. Puis c'était, moi aussi, la même situation. Là, je pouvais comme presque sauter en bas du lit sans être obligé de faire comme me déplier comme une espèce de chrysalide de papillon, là, comme tel. En plus, le bonheur de tout ça, c'est que les plaques de psoriasis ont complètement disparu. Mon corps était à peu près à 80% couvert de psoriasis, puis au bout d'à peu près 1 an, 1 an et demi, ça a complètement disparu. Donc, les shorts, les T-shirts étaient de mise, et je pouvais les porter même au mois de février dans Hochelaga Maisonneuve sans aucun problème. Puis, je vous dirais, c'est les agents biologiques qui arrivent également. Là, on est, je ne sais pas trop quand, docteur Dumas, au fait, dans la période de temps, c'est au 2000 qu'on a vu tantôt sur des diapos. À ce moment-là, j'ai comme cette panoplie-là ou d'alliés pharmaceutiques qui entrent dans mon quotidien, puis en combinaison avec le méthotrexate. J'ai passé là, par toute cette série-là, puis moi, je suis actuellement, comme Mme Bourget également, au Saint-Pony, une fois là, à toutes les 5 semaines. C'est vraiment
fantastique. Vous voyez, là, je suis capable de fonctionner, je suis capable de travailler. Je vais toujours travailler, effectivement. Puis, il y a certaines limitations, là, c'est sûr. Là, je vous dirais que la maladie a comme apporté des limitations en tant que telles qui sont, vous le voyez, mon cou, mes mains c'est au niveau difficile, l'appréhension, elle est difficile sur certains objets très fins, mais je travaille avec des plus grosses affaires, puis j'ai comme adapté le tout, puis ça fonctionne, puis il n'y a vraiment pas rien de catastrophique de vivre avec ça. Puis dans le quotidien, bien, c'est ça, comme je vous dis, vous le voyez aussi, là, je ne suis pas un jeune homme comme tel, puis comme je suis vieux, bien, en année de travail, par contre, j'ai le droit à une pré-retraite, donc je suis limité à 4 jours semaine. Je ne travaille que 4 jours semaine. Puis la fin de semaine de 3 jours sont les bienvenus. Ça me permet de faire toutes sortes de choses. Comme je vous dis, les limitations dans mon cas au niveau du travail, ça ne pose pas de problème parce que je suis à un ordinateur, j'ai un téléphone sans casque, je suis capable de me lever, je suis capable de faire toutes sortes de choses, puis de répondre aux gens, puis ça ne pose pas de problème. C'est à la maison que j'ai des troubles au niveau de rénovation, puis tout ça. Évidemment, les travaux physiques sont plus difficiles, il faut que j'adapte mes façons de faire. Mais c'est encore là pas rien de compliqué comme tel. Il y a tout plein d'autres affaires là-dedans, mais je vous avoue que c'est pas plus qu'il faut. Là, vous le voyez, là, c'est comme on est capable de passer à travers des situations assez catastrophiques. Je vous disais tantôt, ça a duré peut-être une décennie pour arriver avec une grande lumière au bout du tunnel comme tel. Les médicaments sont efficaces. On parle d'entente puis de confiance avec les médecins avec qui on est entouré. Puis ça, c'est le plus important également, d'avoir un échange. Puis aussi de poser pour des gens qui, dans votre entourage, sont peut-être à l'étape de dire j'ai peut-être quelque chose, mais posez des questions, n'hésitez pas. Puis qu'on envoie le signal de dire, bien, regarde, je pense peut-être, puis effectivement de limiter les interventions Internet, puis de lire tout ce qui peut être dit sur le web comme tel. Je vous remercie. Je remercie le Dr. Dumarche, je remercie Mme Roberge également. Puis une bonne fin de forum.